Tout a commencé par un contrôle de mise à l'épreuve chez un retraité condamné pour vol. C'était comme un film d'horreur. On parle d'un homme de près de 80 ans qui passe son temps à habiller des mannequins avec de la lingerie. Les nécrophiles ne sont pas uniquement attirés par les cadavres. Il a dessiné une ligne sur les bas pour que ça ressemble à une couture. Le charme, c'était sa meilleure arme. Des dizaines de femmes ont été ses victimes. C'est l'affaire la plus complexe de toute ma carrière. On était face à un monstre, mais on n'avait aucune idée de l'ampleur de cette affaire. Elle a été jetée comme un tas d'ordures. Ma mère a été retrouvée dans un sac plastique noir. Et puis on a trouvé la liste. Elle a pleuré. J'ai aimé ça. Elle a pleuré. La liste de 10 J'ai aimé ça. a ouvert la boîte de Pandore. J'ai été enquêteur dans différentes forces de police pendant 26 ans. En travaillant pour la brigade criminelle, j'ai arpenté le Nevada en long et en large. En décembre 2008, un homme âgé, appelé Joseph Naso, s'est rendu dans la ville de South Lake Tahoe, en Californie. Et il a tenté de sortir d'un supermarché sans payer, avec un caddie plein d'alcool et de nourriture. Mais il a été arrêté, et un juge l'a condamné à 1 an de mise à l'épreuve. On est devant la maison où Joseph Naso habitait, à l'époque de sa mise à l'épreuve. En gros, il devait se faire oublier et il y avait plusieurs conditions à remplir. Il n'avait pas le droit de boire de l'alcool en quantité excessive, ni d'être en possession d'une arme, de tout ce qui pourrait être considéré comme une arme dangereuse. Et tout le monde s'accordait à dire qu'il ne posait pas de problème. Donc les autorités judiciaires considéraient que le risque de récidive était faible. Et comme malheureusement les contrôleurs judiciaires sont débordés, avec plus de 100 dossiers à suivre chacun, Joseph Naso ne faisait pas partie des priorités pour ce qui est des visites et des contrôles. En février 2010, le dossier de M. Naso est confié à un nouveau contrôleur judiciaire qui s'appelle Wesley Jackson. Et le 13 avril 2010, l'agent Jackson vient à l'improviste à la maison de M. Naso pour faire un contrôle à domicile. À l'intérieur de la maison, l'agent Jackson découvre 2 pièces fermées à clé. Il y a des loquets en métal et des cadenas à l'extérieur. Donc, l'agent Jackson commence à soupçonner M. Naso de cacher quelque chose. Il exige de pouvoir accéder à ces 2 pièces. Et M. Naso est vraiment sur la défensive. Il refuse de dire où sont les clés des cadenas. C'est une violation des conditions de mise à l'épreuve. Donc l'agent Jackson passe les menottes à M. Naso. Là, il fait une fouille corporelle et il trouve dans ses poches une balle, ainsi qu'une petite annonce de journal. Et cette annonce propose à la vente une arme de poing du même calibre que la balle découverte par l'agent. C'est une autre violation des conditions de mise à l'épreuve.
Donc l'agent Jackson met M. Naso en état d'arrestation. Il demande alors du renfort pour procéder à une fouille complète de la propriété de M. Naso. Et c'est là que tout commence pour moi. Lorsque j'arrive sur place, on est obligé de passer par-dessus la clôture pour accéder au jardin, parce que M. Naso a condamné la porte d'entrée avec des planches. Dans la cuisine, il y a une odeur de poubelle. Le salon est entièrement plongé dans l'obscurité. La maison est extrêmement encombrée. Il y a des piles de journaux, de notes, de calendriers qui remontent à des années et des années. On trouve des cartes de visite, Joseph Naso, photographe, et des photos en noir et blanc où il pose avec un appareil. On trouve des piles de livres et de magazines de faits divers, avec des images de femmes ligotées et bâillonnées, plus ou moins dévêtues. Sur la couverture d'un magazine, on voit une femme qui semble décédée, et le titre est « Soit mon esclave sexuel ou soit mon cadavre ». On trouve les clés pour accéder aux 2 pièces fermées. On y découvre des mannequins. Il y a des mannequins dans le placard, dans les coins de la pièce. Et ils sont tous sans tête. Parfois, il n'y a que des jambes. On trouve des jambes dans des valises. On ouvre une valise et il y a 2 jambes à l'intérieur. C'est extrêmement bizarre de trouver ça chez quelqu'un. Et c'est encore pire quand on va voir le garage. Il y a une dizaine de mannequins qui portent des bas, des petites culottes, des porte-jartelles. Un des mannequins semble suspendu à un nœud coulant. C'est extrêmement malsain. On parle d'un homme de près de 80 ans qui passe son temps à habiller des mannequins dans son garage, dans sa maison isolée, dans le désert du Nevada. Et il les habille avec de la lingerie. Et ça ne s'arrête pas là. Dans toutes les pièces de la maison, il y a des piles de photos. Des milliers de photos représentant des femmes de tout âge. Et elles portent presque toutes des bas. Des bas résilles, ou bien des bas avec la couture à l'arrière. C'étaient des images érotiques, représentant des femmes plus ou moins dévêtues, parfois nues. Parfois du bondage, ce genre de choses. Mais il y a surtout une chose qui a retenu l'attention des enquêteurs. Plusieurs photos représentent des femmes qui semblaient être soit inconscientes, soit décédées, au moment où la photo avait été prise. Et il y en a des milliers. Jusque-là, tout ce que les policiers trouvent dans la maison est bizarre et malsain. Mais il n'y a rien de vraiment criminel. Sur une petite table à manger, je trouve un écritoire en métal, avec des rangements pour y glisser des rapports ou des feuilles.
Et je découvre plusieurs pages de notes, écrites à la main par M. Naso. C'est une énumération de dizaines de cas. Joseph Naso raconte toutes les agressions sexuelles qu'il a commises. Il y a un ordre chronologique. D'abord les années 50, ensuite les années 60, 70 et ainsi de suite. Salina, Kansas. Une fille rencontrée au studio de danse Fred Astaire. Très jolie, avec des jambes magnifiques, bas nylon, talons. J'ai dû la violer dans ma voiture par une froide nuit d'hiver, Mercury 1947. Il note le modèle de la voiture. Jolie fille, rencontrée sur Main Street. 17 ans seulement. Je l'ai fait monter dans une chambre d'hôtel. Je l'ai fait boire. Je lui ai bien donné, 1958. Fille rencontrée dans le bus, en allant à Kansas City. Très jolie fille rencontrée au bal. Fille prise en autostop à Buffalo. Une bonne pipe. Je l'ai prise sur le siège avant. Je l'ai fait boire, je lui ai bien donné. J'ai dû la violer par terre. J'ai dû la forcer, elle a pleuré, mais pas moi. J'ai aimé ça. Par la suite, on a appelé ces notes les carnets de viol. Donc, à ce moment-là, compte tenu de tout ce que j'ai vu dans la maison, les photos, les notes, les mannequins, je pense avoir affaire, au minimum, à un violeur en série. Tout a commencé par un contrôle de mise à l'épreuve chez un retraité condamné pour vol. Ensuite, dans la maison, les policiers découvrent une scène d'horreur. Et puis ils trouvent un dernier élément. Sur une petite feuille de papier, on découvre une liste, écrite à la main. Et il y a 10 numéros, avec de vagues références à des endroits, mais pas de nom. C'est presque comme une liste de courses, une sorte d'aide-mémoire. En numéro 1, il y a fille près de Ellsburg, comté de Mendocino. Numéro 2, fille près de Port Costa. Numéro 3, fille près de Loganitas. Dame au 839 Leavenworth. C'est une énumération. Fille, fille, dame, fille, fille. Mais quand j'essaie de comparer avec les carnets de viol, je ne trouve pas de correspondance. Cette liste de 10 ne se retrouve pas ailleurs. Est-ce que ce sont des femmes auxquelles il veut s'en prendre? Est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il est déjà passé à l'acte? On n'en sait rien. Et il y a 10 numéros dans cette liste. On a appelé ça la liste des 10. Dès le départ, on a eu le sentiment de faire face à un prédateur, une sorte de monstre. Mais on n'avait aucune idée de l'ampleur de cette affaire. La liste de 10 a ouvert la boîte de Pandore. J'avais déjà fouillé des maisons, j'avais travaillé sur beaucoup d'homicides, des agressions sexuelles, mais je n'avais jamais rien vu de tel. C'était bizarre et malsain. Les mannequins en lingerie, les livres sur des faits divers, les carnets de viol, l'ensemble nous donne l'impression d'avoir affaire à un délinquant sexuel, potentiellement multirécidiviste. Et il y a la liste des 10. On ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est juste les divagations d'un vieil homme? De 1 à 10, c'est fille avec un nom de lieu. Et les policiers ne savent pas de quoi il s'agit. Ce qui est clair, c'est qu'il faudra un énorme travail d'enquête pour essayer de retrouver toutes les victimes. C'est une enquête qui peut nous amener très loin du Nevada, à l'autre bout des États-Unis. Donc, quand on a réalisé l'ampleur de cette affaire, on a commencé à former une équipe spéciale, le groupe de travail Naso. C'est l'affaire la plus complexe de toute ma carrière et celle qui m'a demandé le plus d'investissement personnel.
Lorsque les autorités judiciaires du Nevada ont exécuté le mandat de perquisition, des milliers de photos et de documents ont été saisis et considérés comme des pièces à conviction. Honnêtement, je pense que la seule chose qu'on a laissée dans la maison, c'était le réfrigérateur. Quelques jours après l'arrestation de M. Naso, Judith Naso, son ex-femme, lui rend visite à la prison du comté de Washoe. Malgré leur divorce, ils entretiennent toujours des bons rapports et ils sont assez proches, notamment parce que Charles, leur fils cadet, a eu des problèmes de santé mentale pendant ses études à l'université. Il n'est pas inapte, mais un juge a décidé qu'il n'était pas en mesure de prendre soin de lui-même. Donc, Charles a été placé dans un centre d'accueil dans la région de Reno. Et la visite de Mme Naso est enregistrée. Pendant leur conversation, M. Naso lui dit qu'il y a des choses dans la maison que la police ne doit pas trouver et qu'il faut les récupérer. Donc, M. Naso dit à son ex-femme d'envoyer Charles pénétrer dans la maison par effraction. Et dans le tiroir d'une commode, il doit récupérer des clés de coffre se trouvant à la banque. Madame Naso refuse et M. Naso s'énerve. Il commence à lui crier dessus. Cela nous mène à faire la demande d'un autre mandat de perquisition. Et on retrouve ces clés de coffre. Grâce à d'autres documents saisis dans la maison, les inspecteurs savaient dans quelle banque se trouvaient ces coffres. Et dans le premier, ils ont trouvé 152 000 $ en liquide. L'autre coffre est dans une agence Wells Fargo qui se trouve à quelques pâtés de maison. Et on y trouve des photos et des articles de journaux fixés sur des panneaux en carton. Les photos représentent une femme qui semble inconsciente ou décédée. Et de l'autre côté, il y a un article de journal sur une femme habitant le comté de Yuba, en Californie, qui a été retrouvée morte assassinée. Et cette dame s'appelle Pamela Parsons. L'article retrouvé dans le coffre s'intitule « Mort suspecte d'une habitante de Linda ». Linda est une petite ville du comté de Yuba. Or, à l'époque, Joseph Naso vivait juste à la limite du comté, à Yuba City. Et dans la liste des 10 retrouvés dans sa poche, le numéro 9 était fille de Linda. C'est la première vraie piste. Et à ce moment-là, je commence à penser qu'il s'agit potentiellement d'une liste de meurtres, plutôt que d'une liste de viols. Je me souviens que sur l'une des photos retrouvées, on voyait Pamela allongée sur un canapé. Elle était nue. Et soit elle faisait semblant d'être décédée, soit elle était décédée. Il y avait une autre photo similaire, où elle était allongée sur le lit. Elle était sur le dos, ses bras et ses jambes dépassaient, et elle avait les yeux fermés. Elle semblait soit décédée, soit inconsciente. Prendre des photos de femmes qui posent volontairement, plus ou moins dévêtues, en faisant semblant d'être inconscientes, ou d'avoir été assassinées, c'est une chose. Et ce n'est pas criminel. Mais prendre des photos de femmes qu'on a réellement assassinées pour réaliser ces fantasmes de photographes de faits divers, c'est totalement différent. Ça n'a plus rien à voir. Pendant la fouille de la maison, on a trouvé des panneaux en carton empilés dans la chambre. Et dessus, il y avait d'autres photos de Pamela Parsons. Il était clair qu'elle avait posé. Sur certaines photos, elle était nue. Mais sur la plupart, elle portait de la lingerie. Un négligé, une petite culotte et des bas.
Joseph Naso était fétichiste des bas à l'ancienne, avec la couture à l'arrière. Donc s'il prenait une photo et que la couture n'y était pas, il utilisait un marqueur ou un stylo pour la rajouter. Le meilleur exemple, c'est la photo où Pamela Parsons se penche sur une commode. Il a dessiné une ligne sur les bas pour que ça ressemble à une couture. Il utilisait aussi un stylo rouge pour colorier les lèvres, comme si elle portait un rouge à lèvres très vif. Même sur les photos de sa femme, il coloriait les lèvres pour donner l'impression qu'elle avait un rouge à lèvres très brillant. J'avais 2 ans quand elle est décédée. Je ne savais pas ce qu'il s'était passé, mais je savais qu'elle n'était plus de ce monde. Je me souviens que quelqu'un m'a dit qu'elle avait été assassinée, mais on ne comprend pas vraiment ce genre de choses quand on est petit. Je n'ai aucun souvenir d'elle ou des circonstances de sa mort. Je me souviens d'avoir été placée dans un foyer d'accueil et je ne comprenais pas du tout ce qu'il se passait, pourquoi j'étais là. C'est sûrement mon oncle qui était le plus proche d'elle, puisqu'il n'avait que 14 mois d'écart. Il a dit que c'était sa meilleure amie, qu'elle était un garçon manqué, qu'elle aimait les grenouilles et les salamandres. Elle était très rigolote, exubérante. C'est l'idée que je me fais. Et comment on dit? Charismatique. Peut-être que ça a attiré des gens, des mauvaises fréquentations. Elle était très photogénique, magnifique, avec les cheveux bruns, les yeux marrons. Je pense qu'elle savait qu'elle était très belle. Le 15 septembre 1993, le compagnon de Pamela Parsons a signalé sa disparition. Et le 19, un passant a découvert un corps près de Simpson Lane, dans le comté de Yuba. C'était à proximité d'un verger. C'est une région très rurale. Finalement, le corps a été identifié comme celui de Pamela Parsons. Pamela était nue, allongée sur le dos. Il y avait des traces de ligature sur sa gorge. Quelque chose de fin avait été enroulé autour. Peut-être du fil de fer ou une corde. Peut-être un collant. Si c'était lui le meurtrier, il a échappé à la police pendant des dizaines d'années. On s'est concentré notamment sur les calendriers découverts chez M. Naso. On a envoyé des copies au bureau du shérif du comté de Yuba. C'était des calendriers classiques, avec des photos d'un côté et de l'autre côté les jours du mois. Et dans chaque petit carré correspondant à une journée, Joseph Naso notait les événements marquants, tout ce qui lui était arrivé. J'ai rendu visite à mon fils, j'ai été à la brocante. S'il recevait un coup de téléphone, il le notait. S'il rencontrait une jolie femme, il le notait aussi. Parfois, il marquait « très jolie fille ». Il était méticuleux et très soigneux pour noter tous les événements de la journée. On a examiné tous ces calendriers. Pamela Parsons a disparu le 15 septembre 1993. Donc on a cherché cette date et la date de sa mort sur les calendriers. Et le 15 septembre, il était marqué « Pris ma revanche dans une vieille histoire ». Sur ce calendrier, on regarde les semaines précédentes et on trouve le jour où il a rencontré Pamela. C'était 2 semaines avant sa disparition. Elle a dit à ma tante qu'un photographe lui avait proposé de poser. Et elle était enthousiaste. Les apparences, sa beauté, ça a toujours été important pour elle. Et puis, elle avançait en âge. Donc c'était excitant à 34 ans d'être abordée par un photographe qui lui dit qu'elle est magnifique. Ma tante a essayé de la dissuader. Elle lui a dit que c'était de la folie, que c'était dangereux. Mais ma mère était têtue.
C'est une des choses que mes tantes m'ont souvent dit. Elle faisait ce qu'elle avait envie de faire, et quand on lui déconseillait quelque chose, elle s'entêtait encore plus. Je sais ce que je fais. J'ai pas besoin de tes conseils. Je veux mener ma vie comme je l'entends. Tout va bien se passer. Sur le calendrier, il mentionne une sorte de séance photo. Et il note qu'il a passé environ 4 heures avec elle. En parlant de cette rencontre, il dit qu'elle est jolie, qu'elle a de belles jambes et que c'est une autostoppeuse. Et à la fin, il écrit de sa main « Elle m'a volé ». Cela nous mène à penser que, par colère, il a cherché à se venger de Pamela Parsons parce qu'elle lui avait volé quelque chose. La découverte de ces notes sur Pamela Parsons dans un des calendriers, c'était un énorme pas en avant. Pour nous, il ne faisait aucun doute que le numéro 9 de la liste, c'était Pamela Parsons. C'était elle, la fille de Linda. Quand on a pu établir un lien entre les photos, les articles de journaux découverts dans le coffre et le numéro 9 de la liste, je me suis dit, eh merde, on est peut-être tombé sur un tueur en série. S'il a tué Pamela Parsons, il a peut-être tué toutes les femmes de la liste. Là, on ne parle plus de quelqu'un qui va se faire taper sur les doigts à cause d'une violation de sa mise à l'épreuve. On a un suspect qui est potentiellement un tueur en série. À ce moment-là, on est déterminé à rassembler des preuves pour inculper Joseph Naso au moins du meurtre de Pamela Parsons. Mais on sait qu'il y a potentiellement 9 autres victimes dans la liste. Dans le coffre de banque, on a aussi découvert 66 photos sur lesquelles on ne voit que le corps des modèles. On ne voit jamais la tête d'aucune de ces femmes. Mais on a pu établir qu'il y avait 4 femmes différentes. On roule en direction du nord sur B Street, à Marysville. Joe et moi, on a été embauchés à peu près en même temps au bureau du shérif. On a tous les deux débuté au grade de sergent dans la brigade criminelle. Et on a travaillé en étroite collaboration sur cette affaire. On a passé beaucoup de temps à voyager ensemble, à étudier les documents découverts chez Joseph Naso. Je crois que, pendant toute cette période, je voyais Joe plus souvent que ma femme. En plus des photos, dans le coffre, il y avait aussi un article de 1994 du Appeal démocrate, le journal local de l'époque. Il y était mentionné un corps découvert au bord de la route, juste à l'extérieur de Marysville. Et ce corps avait été identifié comme celui de Tracy Tafoya. Lors de l'autopsie, le médecin légiste n'avait pas pu déterminer la cause du décès. C'était une affaire non résolue. Les inspecteurs qui avaient travaillé dessus n'avaient jamais réussi à arrêter un suspect ou à trouver un coupable. Le numéro 10 dans la liste, c'était fille de MRSV, ce qui pour nous signifie Marysville, et entre parenthèses, il était marqué cimetière. Donc est-ce que Tracy Tafoya était la numéro 10? On a commencé à contacter des amis à elle et des membres de sa famille. Tracy Tafoya est ma sœur cadette. Elle avait 10 ans de moins que moi. Elle était comme une petite poupée. Je m'occupais d'elle. On était très proches. Déjà toute petite, elle était extravertie.
À l'âge de 3 ans à peu près, elle a pris de la monnaie dans les poches de son père et elle est montée sur son tricycle pour aller à l'épicerie au coin de la rue. Là, elle a frappé à la porte jusqu'à ce qu'on lui ouvre, en disant qu'elle voulait acheter des bonbons. Mais c'était au milieu de la nuit. Ils en ont même parlé dans le journal. Elle était toujours souriante, ou presque. Elle adorait danser et elle aimait la musique country. Même adulte, elle avait gardé son âme d'enfant. Elle adorait camper. Pas dans un camping-car comme ça se fait aujourd'hui, le vrai camping. Le genre où on dort par terre et si on a de la chance dans une tente. Le camping classique avec un réchaud pour faire son café et tout ça. Elle aimait les grands espaces. Elle s'est mariée très jeune et puis elle a commencé à faire des enfants l'un après l'autre. Elle a eu 2 filles et 2 garçons. Jusqu'à ce que son mari parte avec les enfants. Ils sont montés en voiture et on n'a plus jamais eu de nouvelles. Là, elle a rencontré Rick. Elle est tombée amoureuse et elle s'est mariée. Très vite, elle est tombée enceinte et puis elle a accouché. Elle était heureuse dans sa nouvelle vie, folle de son bébé. Et puis, tout à coup, je reçois un coup de téléphone de mon frère. Et il m'annonce que le bébé est mort. Il avait 30 jours. Ils ont dit que c'était le syndrome de la mort subite du nourrisson. Et c'est là qu'elle a craqué. C'était fini. Elle s'est séparée de Rick. Et elle est revenue vivre chez notre mère pendant un moment. Mais elle avait besoin d'argent. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à se prostituer. Elle a promis à ma mère qu'elle l'appellerait tous les soirs pour dire que tout allait bien. Un jour, ma mère m'appelle et elle dit qu'il a dû arriver quelque chose à Tracy parce qu'elle n'a pas appelé hier soir. Alors je dis, tu sais, peut-être qu'elle est encore avec quelqu'un, elle n'a pas eu l'occasion de téléphoner. Un peu plus tard, elle rappelle et elle dit, ils ont trouvé le corps d'une femme. Je sais que c'est elle. Elle pleure et elle me dit que Rick va aller voir le corps. Un quart d'heure après être arrivé au travail, je reçois l'appel. Ma mère pleure, je commence à pleurer aussi. Je dis, c'est elle alors? Et elle me répond oui. On est au bord de la route nationale 70, juste au nord de Marysville. Le corps de Pamela Parsons a été retrouvé à quelques kilomètres. Et c'est ici que le corps de Tracy Tafoya a été découvert le 14 août 1994. De l'autre côté du talus, quelques mètres plus loin. Elle était allongée dans l'herbe. Ils ont dit qu'elle était entièrement nue. Elle n'avait aucun vêtement. Et pour moi, c'était ça le plus difficile à accepter. Excusez-moi. Elle a été jetée comme un tas d'ordures, alors qu'elle était un être humain. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était là, mais j'ai lu le rapport d'autopsie et le corps était déjà bien décomposé. À l'époque, c'était le mois d'août. Il faisait très chaud. Et son corps était presque momifié. Donc, c'était très difficile de l'identifier. Impossible de se baser sur le visage. Rick a dû l'identifier. Il lui manquait une phalange. Son doigt était à peu près comme ça. C'était à cause d'un pétard. Donc j'imagine que Rick a dû en parler aux policiers et il a été voir le corps pour l'identifier. Je sais que ça a dû être horrible pour lui de voir sa femme comme ça. Le plus dur pour moi, c'était de ne pas savoir ce qu'il s'était passé. On est près du cimetière de Marysville, à une centaine de mètres derrière. Dans la liste de Joseph Nasso, il était écrit « fille de MRSV », entre parenthèses « cimetière ». Donc il y a un lien entre Tracy Tafoya et la liste de 10.
Je me souviens que ce jour-là, Wendell et moi, on revenait de Reno. Depuis le début de cette affaire, on devait prendre la route presque tous les jours pour aller à Reno, au lac Tahoe, à plein d'endroits différents. Il était tard, on était sur le chemin du retour. Joe Million conduisait la voiture. Et moi, je lisais les notes de Joseph Neiso sur le siège passager. Il y avait des milliers de pages à éplucher pour essayer de trouver un lien entre lui et Tracy Tafoya. Wendell examine le calendrier et quand il arrive à la date du 6 août, le jour de la disparition de Tracy Tafoya, il me dit « Tu ne vas pas le croire ». Joseph Neiso avait écrit « Ai rencontré Tracy, je lui ai donné ». C'est une expression qu'il utilisait souvent pour dire qu'il avait eu une relation sexuelle ou qu'il avait commis un viol. Quand il a dit ça, j'en ai eu des frissons. Je le sens encore maintenant. C'était l'élément qui nous manquait pour prouver qu'il y avait un lien entre Tracy Tafoya et lui. Mais on ne pouvait pas prouver sans aucun doute possible qu'il avait tué Pamela Parsons et Tracy Tafoya. On n'a jamais eu de preuves irréfutables. Dans les deux affaires, on n'avait que des preuves indirectes. Au mieux, on avait des difficultés pour arriver au stade du motif raisonnable. On n'avait pas de preuves ADN l'incriminant directement. Quand M. Neiso a comparu pour la violation de sa mise à l'épreuve, le juge l'a condamné à 1 an de prison ferme. Donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'on avait 1 an devant nous pour essayer de rassembler des preuves. On était conscient de l'ampleur de la tâche. Il fallait absolument identifier les autres femmes de la liste. Si on ne parvient pas à trouver des preuves, le seul crime à son actif, c'est la violation de sa mise à l'épreuve. Donc, une fois sa peine d'1 an purgée, il sera remis en liberté. Le sergent Million et moi, on a interrogé Joseph Neiso dans la prison du comté de Washoe. Notre objectif, au bout du compte, c'était d'obtenir des aveux, ou alors de recueillir des informations pour faire le lien avec d'autres victimes en dehors du comté de Yuba. On espérait le faire parler, pour qu'il identifie des femmes sur la liste, et pour qu'il reconnaisse avoir été en contact avec Pamela Parsons et Tracy Tafoya. Si on parvenait juste à lui faire dire ça, on obtenait une autre preuve indirecte importante, en dehors de ses notes et de ses photos. Au départ, il pense qu'on enquête sur la violation de sa mise à l'épreuve. Et il accepte de parler sans la présence d'un avocat. Il nous dit « J'ai étudié le droit. Je m'y connais mieux que les avocats commis d'office que vous allez appeler. » Généralement, quand un délinquant fait ça, c'est parce qu'il est idiot ou paranoïaque. Mais dans ce cas précis, Joseph Neiso n'est ni l'un ni l'autre. D'après moi, ce comportement s'explique en partie par narcissisme. Il pensait faire un meilleur travail qu'un avocat. Et il pensait aussi pouvoir user de son charme, ce qui n'est pas faux. Le charme, c'était sa meilleure arme. Le charme et le charisme jouaient un rôle important dans son mode opératoire. J'ai toujours dit que le charme et le charisme sont un signal d'alerte qui indique un comportement prédateur. Une personne charmante et charismatique, il ne faut pas l'épouser ni lui donner de l'argent. À ce moment-là, je me demande comment faire pour établir une relation avec Joseph Neiso.
Et parmi les photos, les magazines découverts dans sa maison, il y avait des images de pin-up, similaires aux décorations peintes sur les avions de chasse et les bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai mis au point une histoire, comme quoi mon grand-père avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il collectionnait le même genre d'images de pin-up dans son garage. Alors ma grand-mère nous avait défendu, à moi et mes cousins, d'aller dans le garage, parce qu'elle ne voulait pas qu'on voie ces images. En dehors du fait que mon grand-père avait effectivement combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, rien de tout ça n'était vrai. Mais ça m'a permis d'établir une relation avec Joseph Naso, qui a commencé à parler et à se vanter de ses prouesses de séducteur. Il était en confiance. Il était curieux, et puis, au fur et à mesure, de plus en plus vantard. Honnêtement, ce n'était pas très difficile de flatter son ego. Il adore se sentir important et qu'on lui dise « Vous êtes le meilleur photographe que j'ai jamais vu », qu'on le pense sincèrement ou non. Je lui ai montré des photos de plusieurs femmes et j'ai demandé s'il les avait prises. On a commencé par des photos où des femmes prenaient clairement la pose. Et il disait « Oui, je me souviens d'elle. Elle a posé pour moi dans les bois. » Là, il a raconté comment il faisait pour convaincre ces femmes de poser. Parmi ces photos, il y en avait une de Pamela Parsons. Quand on est arrivé à la photo de Pamela Parsons, apparemment morte, allongée sur le canapé, il a dit qu'elle avait juste posé, comme si elle avait été victime d'un meurtre, et que grâce à son savoir-faire, elle avait l'air morte. Il s'est vanté de ses talents de photographe. On lui a demandé comment il l'avait rencontrée et il a dit « C'était une autostoppeuse, elle avait de jolies jambes, ce qui confirmait ses notes. Donc il a reconnu qu'il la connaissait. » Après 5h30 d'interrogatoire environ, il fallait vraiment essayer de le coincer sur quelque chose. Et le sergent Million a pris l'initiative. En dernier recours, on a voulu voir si c'était possible de prendre un monstre par les sentiments. J'ai essayé de lui expliquer. Peut-être que pour vous, ces femmes étaient des prostituées, des toxicomanes, mais elles avaient des enfants, une famille, qui a le droit de savoir ce qu'il s'est passé. L'espace d'un instant, il n'a rien dit. Il est resté les yeux dans le vague. Et juste après, pour le mettre sous pression, j'ai dit « Ces femmes sont décédées et vous êtes le dernier à les avoir vues. Je pense que c'est vous qui les avez tuées. » Et là, il a mis un terme à l'interrogatoire. Il a reconnu qu'il connaissait Pamela Parsons, qu'il l'avait prise en photo et qu'elle l'avait volée. Donc on a pu établir un lien. Mais il n'a pas avoué le meurtre. Globalement, ça ne changeait pas grand-chose, parce qu'on n'avait pas beaucoup plus d'informations qu'avant. Donc on savait qu'on avait encore beaucoup de travail devant nous. Dans le deuxième coffre, à la banque, il y avait une sorte de portefeuille ou de petit sac à main. Et à l'intérieur, on a trouvé des pièces d'identité et des cartes de visite d'entreprises situées au Texas. Il y avait 2 pièces d'identité, un permis de conduire de l'État du Texas et un passeport américain, tous les deux au nom de Sarah Dillon. Dans le coffre, il y avait aussi un article de journal sur Bob Dylan, mais qui mentionnait sa femme, Sarah Dillon. Là, c'est de nouveau le branle-bas de combat. Je me dis, est-ce que ce type a tué ou violé la femme de Bob Dylan? Je ne sais même pas s'il est marié, Bob Dylan. Comment on va gérer ça? Cet appel sera enregistré. Quand le mensonge est en ligne. L'argent, le sexe et la cupidité sont au cœur de toutes nos enquêtes. Taisez-vous, et tout va bien se passer. Ils écoutent. La question est, est-ce que nous trouverons suffisamment de preuves pour boucler cette affaire? Écoutez bien, elle apporte l'argent. Quel argent? C'est un psychopathe. Faites-la disparaître. Elle est sérieuse? Ça fait froid dans le dos. Sur écoute, confession de détenus, tous les lundis à 21h sur ID.
On m'a confié l'enquête sur cette nouvelle piste, Sarah Dillon. J'ai commencé par faire des recherches sur Internet pour voir si Sarah Dillon, la femme de Bob Dylan, était décédée. Et j'ai pu trouver des articles de journaux selon lesquels elle était toujours en vie et vivait en Californie du Sud. Là, j'ai contacté la police de Los Angeles, qui m'a informé que ces pièces d'identité n'appartenaient pas à la Sarah Dillon mariée à Bob Dylan. Ils m'ont dit que le manager de Bob Dylan leur avait parlé d'une femme, considérée comme une groupie, qui suivait le chanteur et son groupe tout autour du monde. Et cette femme avait changé de nom légalement pour devenir Sarah Dillon. J'ai appris que l'une des entreprises pour lesquelles Sarah Dillon avait travaillé se trouvait au Texas. Et par ce biais-là, j'ai pu obtenir le contact de son frère. Il m'a dit que sa sœur avait disparu depuis 1992. Ensuite, il m'a expliqué qu'elle avait été adoptée et qu'avant son changement de nom, elle s'appelait Renée Shapiro. Après moi, mon père et ma mère ne pouvaient plus avoir d'enfants. Donc ils ont adopté ma petite sœur. Et ils l'ont appelée Renée Michelle Shapiro. Elle n'avait pas un caractère très sociable. Je ne dirais pas que c'était quelqu'un de très épanoui. Un jour, elle est rentrée dans le salon avec un disque à la main. Et sur la pochette, il y avait une photo de Bob Dylan. Elle nous l'a montré et elle a dit « J'ai dansé avec lui à Austin et je veux l'épouser. » Elle a quitté l'université et elle a changé de nom légalement pour devenir Sarah Dillon. Et puis elle a commencé à voyager à travers le monde en suivant les tournées de Bob Dylan. Donc j'ai été voir un groupe de fans sur les réseaux sociaux. Je suis entré en contact avec certains membres et ils m'ont dit qu'ils avaient une amie appelée Sarah Dillon qui voyageait avec eux pour les concerts. Mais elle avait disparu brutalement en 1992. La dernière fois qu'ils l'avaient vue, c'était à un concert à Hawaï. Ils avaient prévu de se retrouver au concert suivant en Californie, mais personne n'a plus jamais eu de nouvelles. Dans le coffre à la banque, parmi les autres objets qui, selon nous, appartenaient à Sarah Dillon, il y avait une carte de visite. Et au dos, il était écrit « 2 mai 1992, Théâtre Warfield ». Et ce jour-là, c'était une des 2 dates de concert de Bob Dylan à San Francisco sur cette tournée. L'écriture semblait familière. Elle ressemblait aux notes découvertes chez M. Naso. La mère biologique de Sarah Dillon nous a fourni un échantillon ADN, mais on n'a pas trouvé de correspondance dans la base de données. Lorsque la piste de Sarah Dillon aboutit à une impasse, on a plus ou moins terminé l'exploitation des pièces à conviction retrouvées dans le coffre. On a identifié 2 victimes correspondant aux numéros 9 et 10 de la liste. Et on a identifié une personne disparue, c'est-à-dire Sarah Dillon. Mais à ce moment-là, on a épuisé toutes les pistes exploitables. Donc, on s'est penché sur le reste de la liste, en commençant bien sûr par le numéro 1, fille de Ellsberg, comté de Mendocino. On a contacté le bureau du shérif local, qui n'a pas pu établir de lien avec une affaire non résolue. Le numéro suivant sur la liste, c'était fille de Port Costa. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu que Port Costa était dans le comté de Contra Costa.
Et la police locale nous a informés d'une affaire remontant à 1978. Un agent de la patrouille d'autoroute de Californie se trouvait sur une route de campagne entre la ville de Martinez et Port Costa. C'est une région très boisée, avec beaucoup de broussailles. Et il a senti une odeur très forte de chair en décomposition. Au départ, il a pensé que ça devait être un animal mort, mais en fouillant la zone, il a trouvé le corps de Carmen Colon. À l'époque, Joseph Naso vivait à Oakland. Le corps ayant été abandonné dans les bois, les inspecteurs ont conclu à un homicide. Et le médecin légiste a fait des prélèvements sous les ongles. Il a coupé les ongles. Même si à l'époque, en 1978, les analyses ADN n'avaient pas encore été découvertes. L'objectif, c'était d'essayer de déterminer un groupe sanguin pour éventuellement faire le lien avec un suspect possible. On a pu extraire un échantillon ADN à partir de ces coupures d'ongles. Il y avait de l'ADN sous les ongles. Et on a fait une recherche dans la base de données. C'est peut-être la clé de l'énigme. Tous les jours, des adultes abusent de mineurs sur Internet. Je m'appelle Ro, j'ai 38 ans et 3 enfants. Grâce à mon équipe, nous nous faisons passer pour leur cible. Rentre, maintenant! Pour protéger les jaloux. Ro, tu devrais te baisser, il te fixe. La traque aux cyberprédateurs, tous les dimanches à 21h sur ID. Depuis le début, Joseph Naso procède toujours de la même manière. Il attire ses victimes en essayant de les mettre à l'aise. Il cherche à se montrer gentil et amical avec ses femmes. Ensuite, à un moment donné, il les agresse. Et puis, quand il a fini, il se débarrasse d'elle. Et il passe à la victime suivante. Je suis la plus jeune fille de Carmen Colon. Elle m'a eu à 17 ans. Et j'avais 4 ans quand ma mère est décédée. Je ne me souviens pas de son visage. C'est la seule photo que j'ai d'elle. Elle était jeune. Elle a 12 ans sur cette photo. J'ai très peu de souvenirs d'elle. Mais je me souviens que juste avant sa mort, elle nous a habillés avec de belles robes, ma sœur et moi, pour jouer au mariage. Et quand elle nous a mariés, elle nous a fait promettre à toutes les deux de toujours rester proches. Je me souviens bien de ce jour-là, comme si c'était hier. Ma mère nous avait déposés chez la babysitter. Et quand les adultes ont commencé à discuter, en disant qu'elle n'était pas là pour revenir nous chercher, j'ai tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. Même à 4 ans, je savais qu'on avait un rythme, qu'il y avait eu une rupture et que plus rien ne serait jamais comme avant. Je savais que ma mère n'allait pas revenir. Quand ma mère a été assassinée, la police a juste pensé que ça ferait une prostituée en moins. C'est pas très important, on a d'autres choses à faire. Mais c'était important. Elle était un être humain. Elle avait des parents, elle avait des enfants, des frères, des sœurs. J'ai appris par la suite que bien avant tout ça, Joseph Naso avait déjà été accusé de viol par plusieurs femmes, à l'époque où il habitait à New York. Dans les années 50, il est accusé de viol, mais il est condamné à 3 ans de mise à l'épreuve. Il ne va pas en prison. Après ça, il s'enrôle dans l'US Air Force.
En 1958, il quitte l'armée et il est de nouveau accusé, cette fois de tentative de viol. Il n'y a pas de procès, mais il plaide coupable d'agression sexuelle. Et au lieu de le poursuivre en justice, ils l'ont expulsé de l'État de New York pour qu'il aille causer des problèmes ailleurs, dans un autre État. Alors il s'installe à Oakland, en Californie. Et en 1961, Joseph Naso passe devant un arrêt de bus du centre-ville. Là, il s'arrête pour parler à une étudiante de l'université de Berkeley. Il lui propose de la raccompagner en voiture. Et la jeune fille accepte. Alors, il la ramène chez elle. Mais quelques jours plus tard, cette étudiante est de nouveau à l'arrêt de bus. Et Joseph Naso lui propose encore une fois de monter dans sa voiture. Comme elle s'était sentie en sécurité la première fois et qu'il n'y avait pas eu de problème, elle accepte. Il lui propose d'aller boire quelque chose. Et ils vont dans un bar. Ils prennent quelques verres. Après ça, elle commence à avoir mal à la tête. Alors il s'arrête devant une maison à Oakland et il dit qu'il va lui chercher un médicament pour son mal de tête. Elle répond « Non, merci, ça va ». Là, il arrive avec une pilule à la main et lui met dans la bouche de force. Elle l'avale. Elle commence à avoir des étourdissements. Elle pense qu'il l'a droguée, donc elle essaie de descendre de la voiture. Il la pousse sur le siège arrière et il se met à l'étrangler. Elle commence à perdre connaissance et elle se dit qu'elle va mourir. Là, il la viole. Il n'y a pas d'inculpation. Un inspecteur de police ne croit pas à la version de la victime. Il pense qu'elle a inventé ça pour rendre son petit ami jaloux. Il y a une autre femme qui l'avait agressé sexuellement à Oakland. Il l'a droguée et il l'a violée sur le siège arrière de sa voiture. Et elle était gênée et elle ne voulait pas en parler à son mari parce que lui aussi connaissait Joseph Naso. Et quand ils sont allés porter plainte 2 ou 3 jours plus tard, malheureusement les policiers n'y ont pas cru. Ils ont dit qu'ils doutaient de sa version parce qu'elle avait attendu trop longtemps avant d'informer la police. Si on avait cru ces femmes qui l'accusaient, on aurait pu empêcher tous ces meurtres. Peut-être que ma mère serait encore en vie. Je pense que si M. Naso avait été poursuivi en justice en 1961, la liste des 10 n'existerait pas. Et ces 10 femmes seraient toujours en vie. Lorsque l'échantillon d'ADN a été introduit dans la base de données, on a été informé qu'il y avait une correspondance avec le profil de M. Naso. Mais c'était une correspondance partielle, donc il pouvait s'agir de lui ou d'un parent de sexe masculin. Ce n'était pas un élément à charge suffisant pour convaincre un procureur d'engager des poursuites. Après plusieurs semaines d'enquête, on a remarqué quelque chose d'étrange avec les victimes qu'on avait pu identifier. Elles avaient toutes un nom de famille et un prénom commençant par la même lettre. Pamela Parsons, Tracy Tafoya, Carmen Colon. Et un des membres de notre groupe de travail s'est souvenu d'une série de meurtres commis à Rochester, dans l'État de New York. Les médias avaient parlé du tueur de l'alphabet. Parce que les très jeunes filles assassinées avaient elles aussi des noms à double initiale. D'ailleurs, il y avait une autre Carmen Colon parmi les victimes. Donc ça a retenu notre attention, parce que Joseph Naso avait grandi à Rochester, dans l'État de New York.
Ses affaires remontaient aux années 70 et lui avait déménagé en Californie dans les années 60. Mais on a quand même examiné ses calendriers pour voir s'il mentionnait les endroits où ses victimes avaient été découvertes. Et on a découvert qu'il était revenu dans la région à plusieurs reprises dans les années 70 pour rendre visite à des membres de sa famille. Cela signifiait clairement qu'il y avait peut-être plus de 10 victimes. À ce moment-là, si on ne parvient pas à rassembler de preuves une fois sa peine de prison purgée, il sera de nouveau un homme libre. Cet appel sera enregistré. Quand le mensonge est en ligne. L'argent, le sexe et la cupidité sont au cœur de toutes nos enquêtes. Taisez-vous, et tout va bien se passer. Ils écoutent. La question est-ce que nous trouverons suffisamment de preuves pour boucler cette affaire? Écoutez bien. Elle apporte l'argent. Quel argent? C'est un psychopathe. Faites-la disparaître. Elle est sérieuse? Ça fait froid dans le dos. Sur écoute, confession de détenus, tous les lundis à 21h sur ID. On a contacté la principale force de police de Rochester et on leur a envoyé un échantillon ADN de M. Naso. Mais en fin de compte, l'analyse ADN l'a disculpé. On a établi qu'il n'y avait aucun lien entre les meurtres à Rochester et ceux qui avaient été commis en Californie. D'après notre enquête, le fait que les noms et prénoms commencent par la même lettre, c'était une simple coïncidence. Donc, il nous restait la liste des 10, et il fallait qu'on essaie de rassembler des éléments. Tout ce qu'on avait, c'était des références très vagues à des noms de lieux en Californie. Et on a commencé par contacter le bureau du shérif dans le comté de Marin. Dans la liste, le numéro 4 était fille sur le mont Tamalpais. Quand j'ai vu la liste des 10 pour la première fois, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, c'était vague, pas de nom, pas de date, juste une vague indication géographique. Au bureau du shérif, on tient à jour un inventaire complet des homicides commis dans le comté de Marin depuis les années 40. Donc, quand j'ai vu la liste, ma première réaction a été de chercher s'il y avait des affaires qui pouvaient correspondre dans cet inventaire des homicides. Le numéro 4 était fille sur le mont Tamalpais. Et il y avait une affaire remontant à 1977, je crois, qui nous semblait très prometteuse. Une jeune femme de la région de San Francisco qui avait disparu après avoir dit à ses amis qu'elle avait rendez-vous avec un photographe. Personne ne l'a plus jamais vue vivante et on a retrouvé son corps sur le mont Tamalpais quelques jours plus tard. Donc une jeune fille qui avait rendez-vous avec un photographe, ça correspond bien au profil de Joseph Naso. Malheureusement, on n'avait pas d'échantillon ADN. C'était comme les affaires dans le comté de Yuba. On n'avait pas de preuves ADN pour incriminer Joseph Naso. Fille de Miami, près de la péninsule. Fille de Berkeley. Dame au 839 Leavenworth. Fille à Woodland, près du comté de Nevada. À ce moment-là de l'enquête, aucun inspecteur n'avait trouvé de piste pour ces éléments de la liste, ce qui ne laissait que le numéro 3. Le numéro 3 dans la liste, c'est fille de Lagunitas. En fait, Joseph Naso avait fait une faute. Le vrai nom, c'est Lagunitas. Lagunitas est une toute petite ville où il n'y avait pas d'affaires de meurtre non résolues. Mais on a élargi nos recherches aux villes environnantes. Et la première affaire non résolue qui a attiré notre attention, c'est le meurtre de Roxine Rogash en janvier 1977. Le corps de cette jeune femme avait été retrouvé près de la ville de Fairfax, à une quinzaine de kilomètres de Lagunitas. Roxine était ma sœur.
On n'avait pas le même père ni la même mère, mais on était des sœurs dans tous les sens du terme. Je crois que j'ai refoulé beaucoup de mes souvenirs avec elle, à cause du traumatisme. Elle avait 18 ans quand elle a été assassinée. Pendant notre enfance, on était proches. Quand on était toute petite, nos parents nous habillaient comme des jumelles des fois. Je détestais ça. On n'avait pas du tout l'air de jumelles, mais alors pas du tout. Elle était rousse avec des taches de rousseur, donc on la remarquait. Moi, j'étais plus calme, elle plus exubérante. Elle aimait les animaux, les enfants, faire du babysitting. Quand Roxine était adolescente, comme les parents avaient tendance à nous surveiller de près, elle a commencé à résister à leur autorité, ce qui est assez normal, je crois, à cet âge-là. Donc elle avait tendance à se rebeller. Elle a fugué plusieurs fois. Un jour, je crois qu'elle avait environ 16 ans, elle a dit à mes parents qu'elle voulait partir avec un cirque. Un de mes tout derniers souvenirs de Roxine, c'est un jour où elle est rentrée à la maison. Et j'ai remarqué qu'elle était très nerveuse. Elle allait constamment regarder par la fenêtre. Donc je lui ai demandé « Ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, mais elle a fini par se confier. Elle avait l'impression que quelqu'un voulait sa mort. C'était difficile à imaginer pour moi. J'avais 16 ans à l'époque. Donc je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais avec le recul, je me dis, bon sang, si j'avais su que ça risquait de se réaliser. C'est le dernier souvenir que j'ai, quand elle m'a dit que quelqu'un voulait sa mort. Après ça, elle passait de temps en temps à la maison. Je la voyais rarement. J'ai appris que Roxine se prostituait à Auckland. Et le dernier témoin à l'avoir vue vivante a déclaré que c'était environ 5 jours avant la découverte du corps. Les inspecteurs n'avaient pas beaucoup d'éléments. Ils ont suivi quelques pistes, ils ont distribué des appels à témoins, mais l'enquête a rapidement abouti à une impasse et l'affaire est restée non résolue jusqu'en 2010. J'ai toujours eu l'impression que la police n'avait pas fait beaucoup d'efforts à cause des circonstances de sa mort. C'est juste une prostituée de plus. Je me souviens avoir pensé, mais pourquoi ils ne font pas plus d'efforts pour retrouver le tueur? Peut-être que ça aurait pu changer les choses pour d'autres femmes plus tard. Au départ, je n'étais pas très optimiste sur nos chances d'incriminer Joseph Neiso. Rien n'indiquait qu'il connaissait bien la région. Joseph Neiso vivait à Piedmont à l'époque, à environ 60 km de l'endroit où le corps a été retrouvé. Mais il allait parfois faire du camping avec ses fils dans le parc national Samuel P. Taylor. Et c'est le long de la route qui y mène que le corps a été retrouvé. Donc Joseph Neiso connaissait la région. Il savait que c'était boisé et isolé. On pouvait s'y débarrasser d'un corps en toute discrétion. Lorsque Roxine Rogash a été retrouvée, elle portait un collant à l'envers sur le bas du corps. Elle avait un collant dans la bouche, maintenu par un autre enroulé autour de la tête pour la bâillonner. Et il y avait un autre collant autour de son cou. On a déterminé que la cause du décès était la strangulation. Elle avait été étranglée avec ce collant. Si on compare avec les objets découverts dans la maison de Joseph Neiso et sa passion pour les bas nylons dans ses photos, il semble y avoir un lien assez clair entre son mode opératoire et cette affaire remontant à 1977. À la fin de l'année 2010, on sait qu'il nous reste à peu près 4 mois pour essayer de rassembler des preuves suffisamment solides dans au moins une des affaires où on est parvenu à identifier la victime. Lorsque l'enquête sur le meurtre de Roxine Rogash a été rouverte, on a découvert que les collants avaient été conservés. Ils étaient intacts, comme si l'affaire datait d'hier. Et c'était incroyable, puisque 30 ans s'étaient écoulés depuis le meurtre.
Dans la plupart des affaires, ce n'est pas réaliste de faire des prélèvements ADN sur toutes les pièces à conviction provenant d'une scène de crime. Le premier objet qui a été analysé, c'est l'arme du crime, parce qu'on était sûr à 100% que le tueur avait touché le collant retrouvé autour du cou. Il l'avait étranglé avec, et il avait fait un nœud au collant. Le premier test pratiqué sur les collants retrouvés autour du cou de la victime n'a pas permis d'établir une correspondance avec l'ADN de Joseph Naso. À la fin 2010, on a obtenu un résultat important. Le laboratoire a découvert sur l'arme du crime de l'ADN appartenant à Judith Naso, qui était mariée à Joseph Naso à l'époque. Si l'ADN de Judith Naso a été retrouvé sur la scène du crime, c'est parce que ce collant lui appartenait. On pense que Joseph Naso les a pris à leur domicile puis s'en est servi pour étrangler Roxane Rogash. Et l'ADN de Judith Naso était toujours dessus parce qu'il n'avait pas été lavé. À ce moment-là, on sait que l'enquête avance bien. Mais l'accusation ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour obtenir la condamnation de Joseph Naso pour meurtre. Ensuite, c'est le collant que portait la victime qui est analysé. Le laboratoire découvre dessus des taches de sperme dont l'analyse ADN prouve qu'il appartient à Joseph Naso. Donc, on a établi la présence de son ADN sur la scène de crime. Et c'est un grand moment pour nous. On espère que tout notre travail va aboutir. Mais je sais que ce sera difficile de prouver sa culpabilité. Dans les affaires du comté de Yuba, il y a les photos et les notes découvertes dans le coffre. Dans le cas du meurtre à Port Costa, les preuves sont plus minces. Et dans notre dossier, il y a les analyses ADN. Mais pour chacune de ces 4 affaires prises individuellement, les éléments à charge sont assez minces. Et le 11 avril 2011, Joseph Naso doit être libéré de prison. Il n'y avait aucun secret ici. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Elle ne méritait vraiment pas de mourir si jeune. J'essaie de ne pas pleurer. Qui fait ça? Les membres de la communauté s'en sont pris les uns aux autres. C'est difficile de croire qu'il y avait un tel monstre parmi nous et que personne ne savait. Certaines personnes sont complètement folles. Est-ce que vous connaissez vraiment vos voisins? Sentier meurtrier. Mercredi à 21h sur ID. Il est 7 heures du matin, il fait froid, il y a toujours un peu de neige là-haut sur les montagnes. Joseph Naso va quitter la prison du comté d'Eldorado. Il s'apprête à profiter de sa journée d'homme libre. Il pense avoir échappé à la justice. Et il a l'air réellement surpris lorsque 3 inspecteurs viennent lui signifier qu'il est mis en état d'arrestation pour plusieurs meurtres. Je me souviens encore du regard qu'il m'a jeté. On voyait dans ses yeux qu'il avait compris. Il a réalisé tout à coup que la journée n'allait pas se passer comme prévu. On a 3h30 ou 4 heures de route à faire pour rentrer dans le comté de Marin. Il y a un peu de tension dans la voiture. Le silence règne depuis un moment. Et puis Joseph Naso me dit qu'il n'a pas encore fait sa déclaration d'impôt et qu'il doit absolument rentrer chez lui pour s'en occuper à temps. Sinon, il aura des ennuis. C'est ça qui le préoccupe, sa déclaration d'impôt. Alors que 3 inspecteurs viennent de le faire monter dans une voiture après l'avoir mis en état d'arrestation pour plusieurs meurtres. L'interrogatoire de Joseph Naso dure à peu près 8 heures. Et il a lieu au bureau du shérif du comté de Marin. Notre objectif est non seulement de recueillir des aveux pour les 4 meurtres dont il est accusé, mais aussi de réussir à identifier les 6 autres victimes de la liste, pour que leurs familles puissent enfin savoir la vérité.
Donc j'interroge Joseph Naso, je lui montre la liste des 10 et je lui demande de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Au départ, il dit « Ça ne prouve rien, c'est juste une liste d'endroits. Et rien ne prouve que c'est moi qui l'ai écrite. » Ensuite, il dit « C'est juste une liste de mes anciennes petites amies. » Alors je commence à passer la liste en revue et sa seule réponse est « Je n'ai pas envie de parler de ça, je refuse d'en discuter. » En plus de la liste, on lui montre les photos retrouvées dans le coffre à la banque. Sur l'une d'elles, il voit une femme, qui est au mieux inconsciente ou plus probablement décédée. Je me souviens très bien l'avoir vu sourire en voyant son œuvre. Il a regardé l'image presque avec désir, mais il ne voulait pas nous révéler la signification de ces photos. J'ai été contacté par le procureur de l'affaire Naso parce qu'il connaissait mes recherches sur les tueurs en série sadiques sexuels. Donc, on m'a demandé d'essayer de comprendre la motivation de ces comportements et d'expliquer certaines découvertes très étranges dans cette affaire. On m'a envoyé des photos saisies pendant la fouille de la maison, un journal décrit comme des carnets de viol. Et on m'a aussi fourni les interrogatoires menés par la police. Pour Joseph Naso, la liste des 10 est juste un aide-mémoire. Pour ne pas oublier ses exploits, ne pas oublier ce qu'il a fait. Il veut pouvoir se remémorer son passé. Et il a peur d'oublier certaines choses. C'est vrai aussi des objets personnels des victimes qu'il a gardés. Je dirais que ce sont des trophées. Et c'est la même chose pour les souvenirs qu'il a conservés, comme ces articles de journaux évoquant les meurtres. Tous ces éléments l'aident à garder un souvenir net de ce qu'il s'est passé. Parce qu'il a dû investir énormément d'efforts et prendre beaucoup de risques pour commettre ces crimes. Donc il a l'intention d'en profiter dans ses vieux jours. Il veut pouvoir revivre ses crimes. Si un individu prend spécifiquement des photos de femmes qui semblent mortes ou inconscientes et qu'il fait la collection de ces images, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison. Cela indique une attirance sexuelle pour des femmes incapables de réagir. C'est ce qui caractérise une déviance sexuelle très souvent mal comprise, la nécrophilie. D'après mes observations, les nécrophiles ne sont pas uniquement attirés par les cadavres. Un mannequin peut aussi les exciter, de même qu'une victime inconsciente. Et le point commun, c'est que l'objet sexuel ne réagit pas. Il ne leur résiste pas, il ne proteste pas, il ne les rejette pas. Ces hommes en retirent une sorte de sentiment de puissance. Et ils trouvent cela plus excitant qu'un partenaire en état de réagir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans protestation. Je pense que ce n'est pas une coïncidence s'il y avait 10 mannequins dans le garage de Joseph Naso. Ils représentaient ses victimes. Cette exposition, pour lui, c'était probablement comme une galerie de trophées. Cela lui permettait de pouvoir revivre ses crimes et de posséder ses victimes tout à la fois. Compte tenu de la façon dont les mannequins étaient exposés et comment il les avait habillés, je pense qu'il s'en servait pour son plaisir sexuel. L'interrogatoire a été incroyablement frustrant. Ça a duré 8 heures environ. J'étais épuisé à la fin.
Je pensais être assez bon en interrogatoire, mais aucune de mes techniques n'a fonctionné. J'ai essayé de faire appel au concept de justice, à son empathie pour les victimes et leurs familles, mais ça n'évoquait rien du tout chez lui. À un moment, j'ai parlé des conséquences pour ses enfants à lui, ses 2 fils adultes. Je lui ai dit que s'il passait aux aveux et qu'il s'excusait, qu'il nous aidait à clore ses dossiers, il pourrait montrer qu'il y avait aussi du bon en lui. Là, il m'a regardé et il a dit « C'est pas mal ça ». Et ça s'est arrêté là. J'ai vu son regard se fermer. Et il n'y avait rien que je puisse dire après ça pour le décider à avouer ce que je voulais savoir. Joseph Naso a décidé de ne pas prendre d'avocat. Et selon moi, il est avare. Il ne payait jamais rien. C'était les femmes qui payaient l'hôtel, le restaurant. Il était comme ça, sur le plan financier. Un radin. Il s'attendait à gagner le procès, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent pour se disculper. Il a même déclaré que personne ne connaissait l'affaire mieux que lui, ce qui nous a paru assez ironique. D'après moi, M. Naso a une personnalité narcissique et maniaque du contrôle. Il a besoin de tout maîtriser en permanence. Il veut exercer sa domination sur les femmes. Il est toujours plus intelligent que tout le monde, et il pense que ça lui permettra forcément de prendre l'avantage. Il est comme ça. Sa décision de se représenter lui-même au tribunal, c'était très inhabituel. Il a dû penser qu'il pourrait charmer le jury. Le charme, c'était sa meilleure arme. Même lors du contre-interrogatoire que j'ai subi en tant que témoin, je l'ai trouvé charmant. Un contre-interrogatoire, généralement, c'est tout sauf ça. Mais lui avait une façon de présenter les choses et d'établir le contact de façon amicale et respectueuse qui était réellement charmante. Au départ, M. Naso était assez cordial. Il utilisait mon grade. Il m'appelait Sergent Brown. Ensuite, quand l'agacement a commencé à monter chez lui, il est passé de Sergent Brown à Inspecteur Brown, et puis juste Brown. Il me posait des questions en disant « Ok, Brown, vous avez mentionné des carnets de viol. Pourquoi vous les appelez comme ça ?» Et j'ai répondu « Parce que vous avez écrit « Je l'ai violée, je l'ai massacrée, j'ai dû la tenir. » J'ai dû l'assommer. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit que pour lui, le viol, c'était comme faire la cour ou séduire une femme. Quand des extraits ont été lus, les carnets de viol ont fait l'effet d'une bombe au tribunal, avec ses descriptions détaillées d'agressions sexuelles. Une femme ou jeune fille après l'autre. Et Joseph Naso a essayé de noyer le poisson en disant que viol, ça ne voulait pas vraiment dire viol. C'était juste une façon de parler entre hommes. Le mot viol, ça voulait juste dire qu'il avait pu coucher avec cette fille. Pendant le procès, Judith Naso a raconté plusieurs incidents. Un jour, elle s'est réveillée après avoir été droguée d'une manière ou d'une autre. Et il y avait un autre homme allongé sur elle. Ils étaient nus tous les deux. Apparemment, M. Naso avait autorisé un ami à avoir une relation sexuelle avec sa femme inconsciente pendant que lui prenait des photos. Il s'agit d'un homme qui a violé plusieurs femmes, qui les a parfois tuées par strangulation et qui recherchait des images de femmes apparemment inconscientes, ou alors mortes ou attachées. Tous ces comportements indiquent clairement que Joseph Naso est un sadique sexuel. Ensuite, pendant le procès, on a pu identifier 2 autres victimes de la liste. Donc, si on parvenait à prouver la culpabilité de M. Naso, on pouvait obtenir plusieurs condamnations à la perpétuité ou à la peine capitale.
Les médias s'intéressaient de plus en plus au procès de Joseph Naso. Et une inspectrice de police à la retraite a réalisé qu'elle avait interrogé Joseph Naso en 1991 dans le cadre d'une affaire d'homicide. Le corps de la victime avait été retrouvé sur la plage dans le comté de Marin. Je suis la fille de Sharia Patton, qui est morte il y a plus de 30 ans. Elle a été assassinée. Je m'étais installée près du lac Tahoe. Elle habitait toujours à Los Angeles. Et quand elle a pris sa retraite, elle a décidé de venir vivre avec moi. C'était la fin des années 70. On s'aimait beaucoup. On était très proches. Mais quand elle est venue me rejoindre dans les montagnes, j'avais une vie à moi. Entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un et je m'étais mariée. Donc, c'était un gros problème quand elle est venue s'installer ici. Mon mari avait du mal à supporter la situation. On a vécu tous ensemble pendant 1 an environ. Et puis, mon mari a dit qu'on devait déménager. Et il a été lui dire. Elle ne l'a pas très bien pris. Et puis, quelques jours plus tard, je suis rentrée du travail et elle était partie. Il ne restait plus rien. Elle avait emporté ses vêtements, toutes ses affaires. Elle avait juste laissé un petit mot pour dire qu'elle s'en allait. Mais je ne savais même pas où elle était partie. Et je me suis dit qu'elle allait sûrement pas tarder à revenir. Mais quand le jour de l'an est arrivé, mon anniversaire, elle n'a pas appelé. Je n'avais toujours pas de nouvelles et je commençais à m'inquiéter. Ce soir-là, j'étais déjà au lit quand le téléphone a sonné. Il devait être environ 22h15, parce qu'un membre de ma famille éloignée avait reconnu ma mère sur une image composite diffusée pendant le flash d'information de 22h. La police avait lancé un appel à témoins pour savoir si quelqu'un reconnaissait cette femme. Son corps avait été retrouvé à Tiburon, dans la baie de San Francisco. Elle était dans un sac plastique noir. Elle avait été étranglée. Et la mère avait rejeté le corps. À Tiburon, c'est un passant qui a trouvé le corps en marchant le long de la côte. La marée était descendue. Cette personne a vu un gros sac en plastique noir échoué sur les rochers. Il était ouvert d'un côté. Et on pouvait distinguer quelque chose qui ressemblait à des restes humains. Lorsque le corps a été identifié, on a prévenu la famille qui a découvert que la victime habitait au 839 Leavenworth Street à San Francisco. Les inspecteurs ont contacté le concierge à cette adresse et il s'est avéré que c'était Joseph Naso. Joseph Naso a été interrogé et il a maintenu qu'il ne connaissait pas du tout Sharia Patton. Les inspecteurs n'ont rien trouvé pour l'incriminer et l'enquête a abouti à une impasse. Après avoir été informée du décès de ma mère, je n'ai plus de nouvelles du bureau du shérif. J'ai reçu les cendres de ma mère par la poste. C'est tout. Et voilà, la vie a continué. Pendant toutes ces années, je n'ai eu aucune nouvelle. Et puis, tout à coup, 30 ans plus tard, les inspecteurs sonnent à la porte et ils me montrent des photos. J'ai amené des photos de filles qui avaient posé pour Joseph Naso avec des vêtements de différents styles. Et j'ai demandé à Rusty et Kurt si elle pouvait les identifier ou si elle en avait entendu parler par sa mère. Il y avait une photo d'une jeune fille qui avait l'air d'avoir environ 16 ans. Et elle portait un manteau en fourrure de lapin, rien d'autre. Un manteau gris avec des rayures noires. J'ai tout de suite reconnu ce manteau, parce que j'avais porté le même pendant 10 ans. Un jour, en faisant du shopping à Tahoe City avec ma mère,
On avait vu des manteaux en fourrure dans une vitrine. Alors on est rentré dans le magasin et j'avais dit « Oh, je veux celui-là ». Ma mère avait dit « Moi aussi ». Et elle avait acheté 2 manteaux, un pour chacune. On présume que, quand il a tué Shoria Patton, Joseph Naso a vidé son appartement. Il a emporté toutes ses affaires, ses bijoux, ses vêtements. Et à un moment donné, il a demandé à une jeune fille de poser en photo avec le manteau en fourrure de lapin. Et la seule façon d'expliquer que ce manteau était en sa possession, c'est qu'il avait dû tuer Shoria Patton. Donc Joseph Naso a proposé à une jeune femme de poser avec un manteau en fourrure appartenant à une femme qu'il avait assassinée. Là, on a identifié le numéro 7. Donc, on a des éléments à charge pour 5 des victimes dans la liste. Et puis, pendant le procès, le lendemain de la déposition du frère de Sarah Dillon, on reçoit une nouvelle information. On est informé par le département de la justice qu'un crâne retrouvé dans le comté du Nevada a pu être identifié par ADN. Un spécialiste des affaires non résolues nous avait informé de cette affaire. Des restes humains retrouvés le long d'une route nationale dans le comté du Nevada. Personne ne sait à qui appartenait ce crâne. Donc les inspecteurs demandent au département de la justice de faire un test ADN et de chercher une correspondance dans la base de données des personnes disparues. Et il s'avère que l'ADN du crâne appartient à Sarah Dillon. Je pense qu'elle a pris l'avion de Hawaï à Sacramento pour aller à un concert de Bob Dylan. Si on reconstitue son parcours, elle a dû rencontrer Joseph Naso sur la route nationale 113. Lui allait d'Oakland à Yuba City et cette route passe très près de l'aéroport de Sacramento. Peut-être qu'il avait rendu visite à son ex-femme Judith, qui habitait à Oakland à l'époque, et il rentrait chez lui. On sait que Sarah Dillon faisait régulièrement de l'autostop. Elle n'hésitait pas à monter dans la voiture d'un inconnu. Donc, il l'a probablement prise en stop dans cette zone. Et à un moment donné, il l'a tuée. Chacune de ces affaires avait des caractéristiques spécifiques pour ce qui est des éléments à charge permettant d'incriminer Joseph Naso. Mais quand on prend en compte ses actions dans leur globalité, sa façon de traiter les femmes et comment il tuait ses victimes, il y a un mode opératoire qui se dégage et qui montre que Joseph Naso était coupable des 4 homicides dont il était inculpé. Et aussi des 2 autres homicides avec un mode opératoire similaire. S'il n'avait pas essayé de voler de l'alcool et de la nourriture dans un supermarché en 2008, personne ne l'aurait repéré. Ce serait un autre tueur en série resté inconnu. Si un contrôleur judiciaire attentif n'avait pas découvert la liste de Joseph Naso, ces meurtres seraient restés impunis. Après sa condamnation, j'ai dû aller témoigner en tant que victime pour expliquer au jury l'impact que son crime avait eu sur moi. Je ne voulais pas le voir, mais je l'ai vu. Et je le vois encore. Cet homme laid et cruel. Après tout ça, je suis tombée en dépression. Et j'ai même perdu mon emploi. Parce que j'étais totalement bouleversée. Mon mari m'a quittée. Beaucoup de temps a passé, mais la blessure ne s'est pas refermée. C'est comme ça. C'était comme s'il avait arraché un morceau de mon cœur. Son sourire me manque. Elle me manque. Ça me manque de ne plus la voir sourire. Et puis j'ai perdu confiance dans le monde et les gens autour de moi.
Parce que Tracy était tellement gentil, tellement facile à vivre. Donc l'idée que quelqu'un puisse lui faire ça, c'était complètement fou. Joseph Naso m'a volé une partie de ma vie. Tous les moments qu'on aurait pu partager en vieillissant ensemble. J'ai l'impression qu'il nous a privés de la possibilité de vivre un happy end. Je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'il a fait, pas seulement à ma mère, mais aussi à toutes les autres victimes et leurs familles. Les frères et sœurs de ces jeunes filles qui sont mortes dans des conditions tellement atroces. Donc il y a les 6 victimes qu'on a pu identifier, plus 4 autres dans la liste des 10. Ce qui signifie que 4 familles n'ont jamais eu de réponse. Elles ne savent pas ce qui est arrivé à un être cher. Et on reste avec un trou à la place du cœur. Ça doit être une souffrance inimaginable de ne pas savoir ce qu'il est arrivé à sa fille ou à sa sœur. Ensuite, il y a les carnets de viol, qui contiennent tellement de douleur et de souffrance. Des dizaines et des dizaines de femmes ont été ses victimes. Et Joseph Naso a commis ses crimes en toute impunité pendant très longtemps, des dizaines d'années. L'identification des 4 victimes encore inconnues dans la liste des 10, c'est très important pour moi. Parce que ces 4 numéros représentent des femmes qui ont été victimes d'un crime atroce. Et je pense qu'elles méritent que justice soit rendue. J'aimerais beaucoup pouvoir aller à la prison de San Quentin pour interroger M. Naso. Si tout va bien, j'en aurai l'occasion un jour. Mais je ne suis pas sûr qu'il passe aux aveux. Je garde l'espoir qu'un jour, il finisse par admettre ce qu'il a fait. Même si c'est pour s'en vanter, d'une façon plus ou moins tordue. J'espère juste qu'il n'emportera pas ses secrets dans la tombe, le jour de sa mort.